Donc, bonjour à tous et à toutes. Et donc, l'IHET est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui en cette fête du travail autour d'un thème d'actualité, ô combien d'actualité, qui est le leadership de crise. Donc, thématique qui sera animée par Sissa Al-Hachraït, que je voudrais particulièrement d'ailleurs remercier au nom de l'IHET et à mon propre nom personnel, puisque c'est un ami avant tout. Et donc, le remercier d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Très merci, Feriel. Oui. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter l'IHET, bien évidemment. Notre université, que vous connaissez maintenant depuis un certain nombre d'années. Alors, donc l'IHET est donc l'Institut des hautes études est une université qui date des années d'ailleurs depuis des années 1998. Donc, voilà, elle a été fondée donc par un groupe d'universitaires de renom. Donc l'IHET est spécialisée dans l'enseignement des sciences de gestion, des sciences économiques, en droit, en informatique ainsi qu'en ingénierie financière. Donc elle fait partie d'un large réseau d'universités privées qui sont implantées donc dans un certain nombre de pays en Europe, en Afrique ainsi qu'en Asie. Alors, nous dispensons en tant qu'IHET donc d'un certain nombre de licences, donc en sciences de gestion, en sciences économiques, en informatique ainsi qu'en droit, et des masters en finance, en comptabilité, en marketing, en management, ainsi qu'en informatique. Et vous n'êtes pas sans savoir, notamment que nos masters sont régulièrement réactualisés en fonction de l'évolution donc de l'état du savoir. Nous sommes fiers, donc, en tant qu'université, de nos étudiants ainsi que de nos diplômés qui font de notre enseignement un véritable état d'esprit. Maintenant, avant d'entrer un petit peu dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter Sissa Al-Hachraït, qui est notre invité aujourd'hui, qui est un conférencier, un consultant et un animateur, qui vit au Canada depuis maintenant un certain nombre d'années, donc depuis 2001. Il est très actif dans sa communauté en tant que spécialiste en communication, en coaching et en leadership. Et il est également très connu pour toute l'énergie qu'il dégage lors de ses conférences et de ses animations qui sont ponctuées d'humour et d'énormément de dynamisme, et je peux d'ailleurs en témoigner. Donc, il a présenté pendant 10 ans Nadolassar, donc une firme de consultants qui regroupe des spécialistes dans l'implantation des systèmes de gestion, dans la formation ainsi que dans le management. Il est aussi auteur chez AFNOR, donc il rédige un certain nombre d'articles de vulgarisation de concepts pour les PME, et il est reconnu pour sa formidable capacité à simplifier un certain nombre de concepts qui sont parfois théoriques et complexes à comprendre pour le commun des mortels, via des exemples vécus et des applications pratiques qui les rendent plus proches, notamment des professionnels. Il est également entraîneur sportif de football et nous sommes encore, je répète, très heureuses de l'accueillir aujourd'hui parmi nous. Alors, donc aujourd'hui, nous allons débattre autour donc de ce thème du leadership de crise. Du leadership de crise, pardon, écoutez, désolée, c'est les aléas du direct, j'ai un petit souci avec mon PC. Donc c'est un sujet qui est, je le répète, d'actualité. Aujourd'hui, nulle part ailleurs dans le monde, nous avons connu une crise sanitaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc la pandémie du Covid-19. Et je pense que tous les leaders partout dans le monde se sentent un petit peu concernés par cette pandémie. Et justement, on va réussir à détecter, je pense, les leaders des suiveurs,
par leur manière de réagir face à cette crise sans précédent. D'accord? On va pouvoir voir notamment ceux qui vont bien transmettre l'information, les personnes d'action, etc. Mais pour vous expliquer un petit peu tout ça, je vais céder la parole à Sissa Al-Hachraït. Juste une petite précision. Vous pouvez nous poster vos questions dans le chat et nous ferons un plaisir. Donc, Sissa se fera un plaisir d'y répondre au fur et à mesure de l'avancement de cette visioconférence. Donc, je vais maintenant céder la parole à Salah. Merci beaucoup. Écoute, c'est avec beaucoup d'émotion que je vis avec vous et puis que je serai avec vous à échanger sur ce thème-là. J'ai beaucoup d'amis. Feriel, oui, tu es l'une des premières amies, mais j'ai connu avant ton père, puis il m'a parlé de toi. Donc, c'est une histoire de famille, c'est une histoire d'amis. Puis j'ai travaillé moi-même à l'IHET. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je partage ça avec vous, ce webinaire-là. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran avec vous. Alors, nous y voilà. Et je vais le mettre en forme diaporama. Bon, alors, vous savez, le titre, vous le connaissez. Cette conférence devrait durer 1 heure, 1h15. J'ai prévu un temps pour les questions. Donc, ça, vous n'avez pas à le faire parce que tu as su, Feriel bien l'expliquer, comment écrire sur le chat les questions. Le micro, ici, vous n'avez pas besoin de micro puisque vous allez l'écrire en mode chat. Ben voilà, donc on commence. Les règles sont bien établies. Je te remercie beaucoup. Alors, tu m'as présenté aussi, merci beaucoup. Écoute, tu as placé la barre, tu as passé la barre très haut. J'espère ne pas décevoir maintenant après ta présentation. Alors, on passe au sujet. Moi, mon objectif dans ce webinaire-là, c'est que vous partiez avec des outils. Le but, c'est pas de donner des conférences théoriques, mais je sais que maintenant, le monde économique, la société, cette crise-là, on veut des trucs, des trucs essentiels, des trucs pratiques qu'on peut utiliser. Et je ne veux pas m'élargir non plus beaucoup sur les concepts. Je veux aller d'abord comment caractériser une crise, les émotions reliées à cette crise-là. Vous savez, quand vous vivez des peurs et qu'on est leader d'une entreprise ou d'une institution ou même d'une équipe ou d'un organisme de société civile, on a autour de nous des gens qui ont des émotions vives, des colères parfois, des tristesses, des peurs. Alors, c'est important de savoir, moi, en tant que leader, qu'est-ce que je fais avec ça. Ensuite, on va voir une autre partie sur le leadership. Vous avez certainement lu quelque part ou eu des cours sur le leadership. Alors là, est-ce que ça s'applique maintenant? Qu'est-ce que je fais pour quel genre de leadership est mieux appliqué pour ce genre de situation? Ensuite, nous allons voir la gestion de crise en mode agile. C'est sûr qu'on ne va pas tout passer par tout ce qui est approche agile, mais on va voir qu'est-ce qui nous aide dans la gestion de la crise et les outils indispensables à ça. Et j'aimerais finir sur les compétences nécessaires à développer pour pouvoir faire face à cette crise-là. Alors, ma démarche est la suivante. Au début, nous allons voir carrément la crise. Là, j'ai essayé de regarder dans le dictionnaire pour voir est-ce qu'on parle de ce genre de crise-là. Ben, vous allez voir le résultat de ma recherche. Les émotions reliées. Ensuite, on va voir le leadership. Ensuite, avant d'aller au leadership, on aura une période de questions. Et donc, on va résumer ensemble, Feriel, ce que les gens ont demandé dans le chat et puis répondre avant de passer au leadership. Ensuite, on va voir le leadership, une période de questions, et ensuite, à la fin, on va se préserver une période de questions à la fin. Donc, pour ne pas oublier votre question, écrivez-la sur le chat, et puis Feriel va me résumer, dans la mesure du possible, l'ensemble des questions que vous allez poser. D'accord? Alors, j'ai essayé de voir la rousse, j'ai essayé de voir partout, et là, plus je faisais de recherches sur ce que c'est que cette crise, plus je m'éloigne un peu de ce que nous vivons. Et j'ai compris qu'il n'y a pas une seule définition de la crise.
Là, ce que j'ai trouvé, c'est des choses genre crise de larmes, crise de rire, moment difficile dans la vie d'un groupe, troubles profonds, rupture d'équilibre, manifestations violentes de l'état morbide. Il y en a un peu de tout, mais je n'ai pas pu trouver une définition qui me satisfait pleinement. J'ai trouvé la pandémie. Tout ça, c'est un travail sur Larousse. Et puis, j'ai compris une chose. À l'issue de cette recherche, c'est que nous, on ne vit pas une seule crise. On vit une crise complexe qui contient plusieurs crises. Puis que certaines crises sont plus graves que d'autres. Ben, c'est sûr qu'on parle de crise pandémique, mais on parle aussi de crise financière, on parle de crise économique, crise sociale. Il y a beaucoup d'éléments. On n'est pas face à une seule crise. Une crise aussi peut en cacher une autre. Et puis, cette crise-là est critique et imprévisible. Donc, ça fait peur. Parce qu'on ne sait pas comment ça va finir. Maintenant, on commence un peu à parler de retour. Mais il y a un mois encore, on était comme en pleine tourmente. Alors, ce que je me suis dit, ce serait intéressant de voir deux crises et pouvoir les comparer. Comment mesurer la virulence d'une pandémie, par exemple celle-là, celle du COVID-19, comment peut-on dire qu'elle est critique ou pas? Et puis, comparer ça à votre leadership dans votre entreprise ou votre équipe ou votre groupe d'étudiants. Comment pourrait-on mesurer la criticité d'une crise? Alors, j'ai fait la première recherche pour voir les maladies, les pandémies, et puis j'ai trouvé ce résumé très intéressant qui place dans les Y le niveau il appelle ça les médecins de létalité. Létal, ça veut dire mortel, morbide. Fatek en arabe, excusez, pour ceux que... Donc, ce que je comprends, c'est que la grippe aviaire, c'est 60% de létalité. Ça veut dire 60% de ceux qui sont atteints sont morts. Mais ça, on le fait après coup. Ça veut dire quand elle est finie. Et ainsi de suite, on voit par exemple que la grippe H1N1, elle est moins que 0,5%. Le E. coli, et ainsi de suite. Donc, il y a un premier axe qui parle de la gravité. Ça veut dire létalité, à quel point elle est mortelle. Il y a un autre axe qui parle de la contagiosité. Il y a un tableau à droite qui dit, par exemple, que le choléra, ils ont fait des statistiques après coup, ils ont vu que chaque personne avait transmis la maladie à 9,5 personnes. Par contre, la grippe espagnole, c'est seulement 2,2 personnes, pardon. C'est une moyenne, c'est pour ça qu'on admet les virgules. Et ainsi de suite. Donc, les gens, donc il y a deux éléments qui vont nous dire si c'est critique ou pas. Ben, c'est sûr que quand elle est mortelle, ben, on espère au moins qu'elle ne soit pas contagieuse pour pouvoir isoler la maladie et puis la traiter au moins chez ceux ou les personnes qu'elle a atteintes. Et puis dans l'autre, c'est plutôt la rapidité de transmission. Et on peut imaginer, si on mettait une échelle de 1 jusqu'à 10 sur les X, puis une échelle de 1 jusqu'à 10 dans les abscisses, que la criticité, si elle était comme 10 fois 10, 100, ce serait comme la criticité maximum. Et c'est comme ça qu'on peut caractériser une crise d'après ces deux paramètres-là. Parce que la mortalité seule, ben écoute, oui, c'est grave. La contagiosité seule, oui, c'est grave. Mais quand c'est les deux, que ça devient très critique. Alors moi, je me suis inspiré de ce modèle-là pour dire que finalement, la crise dans votre milieu à vous, que vous dirigez, on va dire qu'il est grave s'il touche aux besoins les plus vitaux de l'humain, la pyramide de Maslow. Ça veut dire si ça tue des hommes et des femmes, alors là, elle est grave. Donc, si elle est grave, elle aura un coefficient maximum. Si elle va juste retarder la production ou si elle va juste, c'est comme un clignotant d'auto, ben, quand on va rentrer plus tard en fin de journée, on va le réparer. Donc, elle aura le point minimum de gravité. Donc, on a déjà un critère de gravité de votre crise, de ce qui se passe dans votre milieu, le milieu que vous dirigez. La deuxième chose, c'est quoi son étendue? Est-ce que c'est limité pour une seule personne? Est-ce que c'est limité pour une seule situation ou c'est limité pour tout? Ben, c'est pas limité, ça veut dire que c'est ouvert à tout. Troisième point qui définit est-ce que c'est critique ou pas, c'est sa détectabilité. Il y a des crises parfois qu'on est capable de voir venir. Il y en a d'autres
qu'on ne vient pas arriver, elle est indétectable et donc elle rajoute un point de criticité. Moi, je verrais que les trois caractéristiques pour caractériser une crise, ce sont ces trois points-là, la gravité, la probabilité d'occurrence ou l'étendue, et puis l'indétectabilité. Alors moi, pour les entreprises que je couvre, que je coach, puis que j'accompagne, je mets avec eux des modèles comme ça, des points de 1 jusqu'à 5 de gravité. Le point 5, ça veut dire quand la crise peut tuer des gens. Le 1, c'est quand, écoute, ça n'atteint pas la base de la pyramide de Maslow, c'est, écoute, il y en a quelqu'un qui est frustré de ça. Donc, ça, c'est pas grave. Et puis, on peut mettre point 1, 2, 3, 4. Ça, c'est une convention, on met dans l'entreprise. Et ensuite, est-ce que ça concerne tout le monde tout le temps ou ça concerne juste une partie, puis elle est isolée? Ça, c'est le point d'étendue ou de probabilité d'occurrence. Et puis, surtout, est-ce qu'on est capable de détecter ça, par exemple, la difficulté, est-ce qu'on la voit venir par un tableau de bord ou par des mesures de température et tout ça? Donc, la criticité de crise, ça, c'est inspiré de mon cours de AMDEC, de génie industriel, analyse de mode de criticité et de défaillance. Alors, la multiplication des trois paramètres, ça donne la criticité. Et c'est comme ça, dans une unité, je conseillerais aux personnes de caractériser leur niveau de criticité en multipliant l'indice de gravité, multiplié par le gris d'étendue, multiplié par l'indice d'indétectabilité. Ça veut dire, le point 5, c'est qu'on n'est pas capable de le voir venir. 1, c'est quand ça se voit que ça s'approche. Je vous donne un exemple d'indétectabilité. Par exemple, quand une corde et une chaîne cassent, la chaîne, elle est indétectable, elle casse subitement. Une corde, elle va lâcher des fils. Et donc, on va voir qu'elle va ensuite, les fils vont se détacher, puis on est capable de détecter quand une corde va casser, va lâcher. Donc, pour vous, c'est important d'avoir, est-ce que c'est quoi que j'ai, moi, dans ma crise à moi? Donc, vous voyez que les gouvernements, ça c'est en vert, ce que fait le gouvernement, par exemple, pour lutter contre la pandémie. Et le bleu, c'est pas le gouvernement, c'est toi dans ton entreprise ou ta future entreprise, c'est tes étudiants. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour lutter contre la gravité pandémique? C'est quoi la chose qu'on peut faire? C'est les médicaments et les vaccins. Il n'y a pas d'autre chose. Ben, c'est le milieu de lutter carrément contre la létalité puis, de la maladie. Pour éliminer l'étendue ou réduire l'étendue, ils font le confinement ou la distance sociale. Donc ça, c'est une stratégie qu'on utilise contre le deuxième critère. Et puis le troisième critère qui est l'indétectabilité, on fait des tests ou bien, écoute, il y a des symptômes. Maintenant, les docteurs sont formés. Au début, c'était du tâtonnement. Maintenant, ils connaissent les symptômes. Et puis, ça permet de détecter à temps. Alors, toi, maintenant, pour ce qui est bleu, je vais aller dans une autre diapositive où j'ai expliqué ça plus. Alors, moi, comment je calcule ma gravité? D'abord, ma population est-elle à risque ou pas? Quels sont mes points critiques? Il n'y a pas de mal à faire une cartographie de mon usine ou de mon groupe, et puis de mettre des points, des zones rouges, des zones vertes, des zones oranges. Bon, est-ce que j'ai ce suivi médical-là pour pouvoir aider les gens? Tout ça définit ma gravité. Ma probabilité d'occurrence, comment l'améliorer? Ben, télétravail, ce qu'on est en train de faire là avec vous maintenant, la possibilité de recevoir de l'information grâce au télétravail et les webinaires, ça c'est une stratégie qu'a faite l'IHE pour réduire l'étendue. Maintenant, si vous étiez en usine, je dirais, est-ce qu'on a réorganisé les postes de travail pour qu'ils soient plus éloignés l'un de l'autre? Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec les fournisseurs, ceux qui nous amènent des produits? Puis ces produits-là, on ne devrait pas faire attention à ne pas toucher les camionneurs, puis dans le but de préserver les uns et les autres. Et puis, à l'usine, est-ce que j'ai des appareils de détection, par exemple des thermomètres à distance? Est-ce que j'ai formé les gens sur les symptômes? Ça permet de détecter, parce que s'ils sont formés, ben, ils vont savoir que telle personne a des signes de corona, et par conséquent, ils vont pouvoir voir la chose. Est-ce qu'on a un formulaire, par exemple, d'autodiagnostic que chacun puisse faire remplir pour savoir, par exemple, le nombre de points qu'on peut avoir sur cet autodiagnostic et donc mieux détecter la chose. Donc là, c'est un peu
mon effort afin et j'utilise ça avec mes entreprises pour caractériser, chacun de vous puisse caractériser les risques et puis la criticité de son environnement ou du lieu où il prend un rôle de leadership. Maintenant, les émotions. Après la période des émotions, on va vous laisser une période de questions, si vous permettez. Alors, pour les émotions, j'ai les cheveux blancs et je ne me souviens jamais d'avoir vécu ça. Je n'ai pas vécu de guerre, alhamdoulilah. Je n'ai pas vécu de choses. Et puis, je n'ai jamais vu. Puis, c'est pas seulement dans un pays, c'est partout dans le monde. Et par conséquent, c'est normal d'avoir une peur. Les gens qu'il ait peur autour de vous, c'est tout à fait normal. Mais toi, en tant que leader, c'est quoi ta responsabilité face à ces peurs-là? Alors, est-ce que tu vas dire, ben non, il ne faut pas avoir peur, sois un homme, ou aller plutôt avoir une plus grande intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle consiste à dire que les personnes en peur peuvent réagir positivement, et ça veut dire lutter contre la maladie ou se porter bénévole, puis se confiner, puis se conformer aux instructions. Mais il y a aussi des signes de peur. Les gens, face à la peur, réagissent de trois façons différentes. Ou le combat, fight. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens deviennent plus agressifs quand ils ont peur. Et c'est normal. Prenez même l'animal, quand il est face à un danger, ou bien il va se défendre, va griffer, ou bien il va fuir, ou bien il va figer sur place. Il y a parfois, c'est ce qui se passe, c'est un autre phénomène, troisième phénomène. Mais écoute, il n'arrive plus à bouger. Alors, maintenant, ce qu'on retient, c'est que c'est normal que vos employés soient plus, peut-être, un peu à fleur de peau, vous semblent plus agressifs, soit aient peur. Ça, c'est tout à fait normal et nous allons voir après comment me comporter avec ça. C'est normal aussi de voir des gens fuir vers il y en a même des personnes qui vont aller peut-être plus au frigidaire, chercher des choses à manger, aller chercher comme d'une façon. Il y en a des personnes qui vont fuir ça avec des théories de complot, donc chacun, il n'est pas possible de le fuir vraiment, ce virus-là. Alors, quand on est agressif, vous pensez qu'on est agressif face au virus? Ben non, le virus est trop petit, on ne peut pas le frapper, on ne peut pas crier dessus. Alors, on devient agressif avec vous. Malheureusement, les gens ont l'habitude de montrer leur agressivité face à l'autorité. Je n'ai jamais vu une crise où il y a eu n'importe quelle crise, là, ça peut être des débordements, ça peut être des orages violents, ça peut être des tremblements de terre, où les gens n'ont pas montré de l'agressivité face aux autorités politiques ou face à leur chef. C'est normal. C'est important d'être préparé à ça. Alors, maintenant, si on regarde ça, c'est le comportement normal et vous allez faire face à ça. C'est important d'être préparé, de ne pas être surpris. Alors, quand il y a même un petit changement mineur, on ne parle même pas de pandémie, c'est sûr qu'on appelle ça le changement de courbe émotive dans n'importe quel changement. C'est sûr que les gros changements vont avoir plus grosses, plus profondes courbes émotives. Le déni, la colère, la peur, la tristesse, on passe tout par tout ça quand les gens ont peur. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais, moi, comme leader, quand les gens sont en colère, quand ils sont tristes? Est-ce qu'il suffit de dire, c'est pas grave, écoute, ça va passer? Ben, d'habitude, c'est une petite perte de temps d'essayer de parler. Les gens n'ont pas besoin de réponse. Même quand ils posent une question, hey, dis-moi, quand est-ce que nous allons revenir à la normale? Il dit ça, mais il n'attend pas de réponse. Parce qu'il est dans un état émotif. C'est comme s'il est en train de vomir quelque chose. C'est comme un spasme. Quand on vit des émotions, ben, lui, il vit ça émotif. Toi, tu le réponds rationnellement. Ça ne marche pas. Ça ne va pas suffire. Moi, j'ai connu une personne, dernièrement, à titre d'exemple, elle a vécu un déchirement énorme. Et puis, moi, je dis, écoute, oublie-le. Tu vas trouver d'autres personnes, tout ça. Elle n'arrive pas à oublier le nom de la personne avec laquelle elle s'est séparée. Et ça a pris plusieurs jours avant de tourner la page, de faire son deuil. Donc, vous comprenez que les gens ont besoin de faire leur deuil de quelque chose qui est fini. Et ça, le leader doit le savoir. Ça veut dire que cette colère-là, cette tristesse, c'est normal. Et mon rôle à moi, ce n'est pas de la nier, mais on va voir qu'est-ce que je fais avec ça.
Surtout que ça, c'est un statut que j'ai écrit sur Facebook, puis qui m'a plu, et puis j'ai décidé, et il va avec la circonstance. Lorsqu'une émotion vive nous brûle, par exemple la colère, la tristesse, elle ne laisse entendre que ce qui vient l'alimenter. Ça veut dire que si moi je suis fâché, puis en colère, puis toi, là, avec du sang-froid, tu viens m'expliquer que c'est pas correct, je t'écoute pas. Je t'écoute pas. Moi, je suis dans mon émotion. Et puis, ça, c'est une loi d'intelligence émotionnelle. Ça veut dire peut-être qu'il faut laisser le temps que la personne exprime son émotion. À un moment donné, ça va refroidir et là, elle sera à l'écoute. C'est pour ça que je vous suggère, pour la période des émotions, ces 5 orientations-là. D'abord, quand les gens sont dans cet état émotif, ils ont besoin de votre écoute, pas de réponse. Ils savent que vous n'avez pas les réponses, surtout quand elles n'existent pas. Je ne comprends pas les gens qui disent « Hey, le premier ministre ou tel, hey, donne-nous la date. » Je ne sais pas. Je ne connais pas la date. Il serait irresponsable de donner une date. Et c'est partout dans le monde comme ça. Les journalistes, ils proposent « Donne-nous une date. » Moi, ce que je prends quand les personnes comme ça, surtout avec une certaine émotion, me posent la question là, c'est qu'ils sont en train de me dire qu'ils souffrent. Donc, ce qui est important, c'est d'être présent, c'est de ne pas fuir, c'est d'être avec eux et puis dire oui, c'est vrai, on souffre tous, et puis d'être compatissant et présent. Autre chose aussi, c'est de leur dire la vérité. C'est important de ne pas considérer les personnes comme des gens, comme des enfants qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de maturité et qu'il faut les diriger et il vaut mieux ne pas leur dire toute la vérité parce que ça pourrait jouer contre eux. Ben, c'est une trop grosse responsabilité, surtout quand il s'agit de vie ou de mort. Je ne vous conseille pas de porter de telles responsabilités. Dites qu'on n'a pas assez d'informations maintenant pour savoir, par exemple, quand est-ce qu'on va revenir. Mais on travaille dessus. C'est important, donc, de toujours partager. J'ai connu une situation comme ça, beaucoup de situations où j'ai préféré partager et les gens, quand ils savent que tu ne caches rien, ils vont mieux parce que au moins, ben, écoute, on vit une certaine solidarité. Mais une certaine solidarité, il ne faut pas non plus devenir comme la victime. Et dire, c'est pas ma faute à moi, c'est les responsables, c'est le directeur, c'est telle personne. Ça, là, c'est pas responsable. Parce que si tu vas rentrer dans ce qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman, parfois victime, parfois tu te fâches, parfois tu deviens le héros, ben, tu perds toute ton autorité et les gens ne veulent plus te respecter parce que tu vas devenir faible à leurs yeux. Donc, c'est important de rester là, de rester fort, avec une forte qualité de présence. Tu n'as pas de réponse et personne n'a de réponse. On est convaincu et l'assumer. Maintenant, c'est important aussi. Vous avez vu que quand la courbe rebondit vers le positif, c'est important de savoir que ce n'est pas tout le monde qui va rebondir en même temps. C'est comme disait tout à l'heure, comme tu disais tout à l'heure, il y a des suiveurs et il y a des leaders. C'est les leaders qui ont le plus de courage, qui vont rebondir tout de suite. C'est important de les mettre en valeur et c'est important de les amener comme modèle fériel pour cette situation-là, afin que les autres vont suivre. Parce que, veux pas, il y a toujours des leaders et des suiveurs. Donc, on écoute, on valorise, et quand il vient le moment de donner du positif puis de la formation sur ce qui va se passer, de l'information, elle va à ce moment-là changer. Mais laissez les gens faire leur deuil parce que ça ne sert à rien. Tu es poumonné à expliquer, à répéter les mêmes choses, mais les gens ne comprennent pas toujours ça. Ensuite, cinquième conseil dans cette situation-là, soyez quand même généreux en félicitant les premiers succès, même que sont petits. C'est dire, yes, on a les premières personnes qui sont guéries. Yes, on a pu satisfaire tel client. Si c'est, par exemple, votre groupe, là, je compare toujours la pandémie puis la crise que vous vivez dans votre entreprise ou votre groupe d'étudiants. Alors, quand vous arrivez à faire quelque chose, par exemple, le nombre de personnes guéries, c'est important de fêter ça. Quand tu l'auras, par exemple, le nombre de personnes qui guérissent est égal au nombre de personnes qui s'avèrent positives, ça aussi, c'est un gain. Quand on a ça se réduit, c'est important de féliciter parce que les gens ont besoin d'espoir. Les gens ont besoin de savoir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Alors, quelles sont les questions qui concernent cette première partie? Je vais enlever le partage. Comme ça, je pourrai revenir. Voilà. Oups. Je pourrais revenir à la discussion.
Alors, ça, c'est la première partie qui concerne les émotions associées à la crise. J'ai essayé de donner des caractéristiques. Ça n'existe pas, mais j'ai essayé de le faire en m'inspirant de la pandémie chez les médecins et de mon cours de AMDEC. Et maintenant, ça, on l'utilise maintenant au Canada, par exemple. Les gens, des entreprises au Québec, ils vont le mesurer pour caractériser des situations. Alors, est-ce qu'on a des questions? Je n'en vois pas. Alors, oui, on en a ça là, des questions. Alors, j'ai deux types de questions. Alors, une première question qui est assez large. Alors, je ne sais pas combien de temps tu peux prendre pour y répondre. Hein, elle est tellement large. Donc, j'ai une première question, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on peut gérer nos émotions. Et après, j'ai un autre type de question, justement. C'est une préoccupation qu'on voit, qu'on voit un petit peu à travers le monde. Est-ce que, justement, est-ce qu'on est différent face aux émotions selon la culture à laquelle on appartient? Est-ce qu'un Tunisien va réagir de la même manière face à la peur qu'un Canadien, par exemple, puisque tu es très bien placé pour répondre à cette question? Et donc ça, c'est un petit peu les deux types de questions qu'on peut avoir. Oui. Bon, pour la première question, elle est vraiment large. Peut-être qu'on devrait un jour faire une formation sur l'intelligence émotionnelle, comment gérer nos émotions. Il existe plusieurs modules qui sont extraordinaires. Ça ne se fait pas d'un seul coup. C'est important juste de savoir que ça ne se fait pas sur commande. Si une personne est négative devant nous, si on nous dit soit positif, il ne viendra pas positif. Il y a un dicton arabe qui dit « La taqul al-mughanni ghanni ». Ça veut dire ne demande pas au poète, au chanteur de chanter, laisse-le le faire de son propre gré. Donc, les émotions, c'est très profond et c'est important d'avoir un savoir-faire. D'abord, moi, est-ce que je connais mes émotions? Ça dépend des gens. Il y a des personnes qui savent nommer des émotions. Par exemple, il dit « Je suis en colère, je suis frustré, je suis choqué ». Il y a des personnes qui vont se limiter à un seul « Ça va pas ». Comment tu vas? Ça va pas, Alio. Qu'est-ce que tu as? Parce que notre culture n'a pas encouragé les enfants à exprimer des émotions. Chaque fois qu'un enfant à table, un jeune garçon, va pleurer, mais non, tu es un homme, pleure pas. Ou quelqu'un qui veut critiquer son père parce qu'il est fâché. Ah non, tu ne devrais pas. Dire ça à ton père. Donc, notre culture n'a jamais encouragé l'expression des émotions. Et la première chose à faire, c'est de pouvoir nommer les différentes émotions au lieu de dire ça va ou ça va pas. Et ensuite, à partir de ça, il y a une formation qui dit qu'on prend l'information dans une partie de la tête. Et ensuite, ça va aller prendre du recul, ne pas répondre tout de suite, puis essayer de la nommer. Et j'ai vu hier qu'il faut au moins, pas plus que 21 jours, par exemple, pour classer cette émotion. Mais c'est très long, effectivement. Mais peut-être qu'il serait intéressant de prendre ces cours-là. Malheureusement, il n'existe pas beaucoup. C'est important de chercher toujours des outils concrets d'intelligence émotionnelle, pas de la définition de l'intelligence émotionnelle, parce qu'il y a beaucoup de formations sur les définitions, mais demandez plutôt des outils. Comment faire ça? Comment nommer mes outils, mes émotions à moi? Quel est l'impact sur moi? Parce qu'il est possible que, Frière, moi, quand je suis en colère, je crie. Peut-être que toi, quand tu es en colère, tu te tais, tu te retires, tu ne parles plus à personne. On n'a pas les mêmes réactions physiques et psychiques face à ça. C'est important de se connaître. C'est important de gérer ça, se trouver des trucs pour que ça devienne joue pour nous et non contre nous. C'est important aussi de connaître les émotions des autres. Parce que si vous connaissez ces trois-là, vous tombez dans le 4e niveau d'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence sociale. Quand vous maîtrisez ça, vous mettez les gens à l'aise et vous êtes capable vous-même d'être à l'aise. Donc, vous réussissez le plus de communication, le plus de leadership, parce que vous devenez vrai. Vous devenez quelqu'un qui exprime vraiment. Et puis, c'est quelqu'un qui est cohérent. Son corps, ses gestes disent la même chose que lui. Il utilise des mots qui lui ressemblent et non pas qui ressemblent à un livre qu'il a lu. Donc ça va faire grandir l'authenticité de la personne. Donc oui, c'est difficile de répondre à ça en une seule fois. Maintenant, selon la culture, je dirais que les émotions sont les mêmes. C'est l'expression des émotions qui est différente. Alors, tout le monde a peur. Tout le monde peut être en colère. Tout le monde peut être triste. Alors peut-être nous, les Arabes, on va beaucoup l'exprimer. Mais l'émotion interne est certainement la même. Donc, les Méditerranéens, les Arabes, les Latinos,
Je ne sais pas si c'est en relation avec le climat ou avec les épices. Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de théories là-dedans. Mais c'est sûr qu'il exprime d'une autre façon. Maintenant, l'humain est caractérisé par ses émotions. Et ces émotions vont créer son comportement. Donc, pour répondre à la question, les émotions sont les mêmes, ce sont les expressions qui sont différentes. Oui, y a-t-il autre chose? Oui, j'ai une question donc, Oui. de Semi Ben Mansour. Oui. Voilà, je vais la montrer, je ne sais pas si tu la vois. Donc, en général, et d'après votre expérience, est-ce que les leaders ont des moyens de gérer leur situation, leurs émotions en situation de crise concrète? Donc, des moyens D'abord, je concrets. te salue, Sam Ibn Mansour. Merci d'être là. Je suis content que tu as pu te connecter ici. Il voulait dans une autre, mais il n'a pas pu. Bon, merci à l'IHE de lui donner cette possibilité. Alors, est-ce que les leaders ont-ils les moyens? Ben, les moyens, c'est des compétences, je le comprends. Est-ce qu'ils ont acquis des compétences pour gérer ça? Je ne pense pas. Pour les émotions, c'est pas des. Je ne vois pas beaucoup de moyens financiers. Mais plutôt, est-ce qu'ils ont reçu des outils pratiques? Est-ce qu'ils ont reçu des formations? Qui leur permettent de gérer ça? Moi, je pense, Samy, qu'il ne s'agit pas de pays, il s'agit d'entreprises. J'ai vu en Tunisie des entreprises très avant-gardistes, très bien évoluées dans ce système-là. Et chaque fois que j'arrivais au pays, ils voulaient avoir vraiment les outils. Puis, ben, je ne veux pas faire de publicité à personne. Et puis, ils tenaient à les faire appliquer aux personnes. Et puis, ils ont trouvé des résultats. Il y en a d'autres que, par rigidité, peut-être, par refus de nouveau, ne se donnent pas eux-mêmes des moyens. Ensuite, ce qui serait intéressant, c'est que les écoles, je pense, les écoles, les universités, puis les lycées, tout ça, qu'ils donnent un peu plus de place dans leur programme à cela. Parce que vous savez quoi? Les gens sont recrutés au début pour leurs compétences. Mais ils se développent grâce à leur comportement, grâce à leur attitude. Et l'attitude, ça, ce n'est pas des compétences. C'est l'intérieur, c'est le savoir-être. Donc, on va dire que parce qu'ils sont orientés clients, c'est parce qu'ils sont positifs, c'est parce qu'ils sont responsables. Et ça, le comportement est plutôt lié à l'intelligence émotionnelle qu'aux connaissances techniques. À un tel point, c'est mais que maintenant, il y a certains directeurs qui me disent, écoute, Salah, aide-nous à trouver un bon directeur ou quelqu'un, un bon professionnel. Et s'il manque des techniques, pas de problème. Mais on veut avoir quelqu'un de responsable, quelqu'un de positif, quelqu'un qui apprend vite. Donc, ils cherchent les attitudes, et les attitudes sont plus reliées aux intelligences émotionnelles que les intelligences rationnelles. Et d'ailleurs, cher Semi, maintenant, dans les grandes entreprises, on va faire plus de quotient émotionnel que le quotient intellectuel. Parce que ça, écoute, il a fait des études, donc il a quand même un minimum. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui réagit bien aux bonnes situations? Est-ce que c'est quelqu'un qui est ouvert? Est-ce que c'est quelqu'un qui écoute? Est-ce que qui accepte? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de la facilité avec les gens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui crée autour de lui une équipe qui est capable de valoriser, qui est capable de mobiliser, qui est capable de rassurer quand ils ont peur et d'inspirer? Donc, pour certaines entreprises, oui, dans tous les pays, là où il y a des gens qui sont ouverts. Pour les autres, malheureusement, on est loin. On est loin. Et puis, on le prend comme une fatalité. Et j'ai eu dans mes conférences beaucoup de gens qui disent, on veut faire ça chez nous, mais mon boss, il l'accepte pas. Ben, c'est une réalité. Merci. Merci, Salah. Je ne sais pas si j'ai bien répondu parce qu'il n'y a pas de feedback, mais pas grave, là, on va y aller. Et si jamais ma question a été peu répondue, vous pouvez, dans le questionnement à la fin, me reposer la même question ou me préciser davantage si je n'ai pas bien saisi le sens de la question. Y a-t-il autre chose? Y a-t-il autre chose? Oui, j'ai une petite question, encore une dernière avant qu'on reprenne, je pense. Donc, une petite question de Manel Agelbi. Donc, elle se pose la question de savoir de quelle manière on pouvait améliorer la volonté de travail. Je pense qu'elle parle un petit peu de motivation et encourager les collaborateurs suite à cette pandémie en mode de télétravail. C'est-à-dire à mon avis, comment est-ce qu'on peut un peu plus motiver donc les salariés en mode télétravail? C'est parfois pas si facile que ça. Oui, c'est pas si facile. C'est le rôle du leadership. Un bon leadership, il sait s'adapter à ça.
Quand vous dites motiver, c'est large. On peut avoir une motivation financière, une motivation de... Mais maintenant, je pense que le mot le plus adéquat, mobiliser. Ça veut dire, est-ce qu'il est capable d'aller chercher à mobiliser les personnes pour être tous solidaires et travailler comme à 200% pour pouvoir arriver à faire face à cette situation difficile. Oui. D'abord, c'est important d'impliquer les gens. C'est important de les associer à nos actions. Je vous invite pour ça, je peux dire 2-3 mots, malheureusement, je ne peux pas rester beaucoup, mais de regarder, par exemple, le leadership participatif, et des formations comme ça. Je vais en parler un peu plus tard, quand je vais parler de leadership. Mais un bon leader, c'est celui il travaille sur 2 émotions fortes, le rêve et la peur. Quand les gens ont peur, il sait les rassurer. Et quand les gens sont trop calmes, ils n'ont plus d'enthousiasme, il sait les inspirer pour leur donner envie de travailler avec lui. Et ça, c'est le leader charismatique. La personne qui est capable, qui a beaucoup d'intelligence émotionnelle pour que les gens embarquent avec lui. Et ça, c'est important, surtout, par exemple, pour les entreprises, ou pas pour les entreprises, pour les associations à but non lucratif où tu as juste des bénévoles. Pourquoi il y a des gens qui viennent avec toi comme bénévoles, Manel, et pas avec l'autre? Parce que tu as su les inspirer, parce que tu les as fait rêver, parce que tu as partagé ta mission et tes valeurs, et les gens vont te suivre. Donc, sans parler d'argent, sans parler de rien du tout. Il y a beaucoup de gens qui viennent te dire, en tant que conférencière, Manel, hey, je veux faire comme toi. Ça veut dire que tu es arrivé à les faire rêver et les gens veulent s'identifier. Puis quand tu te trouves dans une situation de difficulté, ils embarquent avec toi. C'est ça ce qui est demandé dans le leadership qu'on veut promouvoir bientôt là, dans la partie de leadership. C'est impliquer les gens, les informer, les respecter, les écouter, ne pas trop les pousser. Je pense que c'est la façon la plus... les solidariser, leur donner l'information qu'on est embarqué dans le même bateau. On va survivre tous ensemble. Alors, voilà ce que je pense, Manel. Et puis, si tu veux, à la suite, que si je n'ai pas bien répondu à ça, tu peux reposer ta question peut-être d'une manière plus précise. Ok, merci Salah. Donc, je pense qu'on peut reprendre. Oui, alors maintenant on va aller plus loin. C'est parce que, voilà, donc où est-ce que je suis là? Un instant. Partager. Et en partageant, là, je vais enlever ça et puis revenir à ma... Ah, je ne pensais pas que je l'ai enlevé. Ah oui, bon, alors, question sur le leadership. Ça, tout ça, on l'a vu. Bon, le leadership. Vous avez, dans vos questions, il y a beaucoup de questions jusqu'à date qui parlent du style de leadership. En fait, moi, je pense que c'est une formation très importante. Je donne beaucoup cette formation-là, mais malheureusement, on ne peut pas tout reprendre, mais je vais prendre les moments forts dont on a besoin pour décider c'est quoi le leadership de crise. Alors, ce qu'on a vu dans les cours, est-ce que c'est valable pour la gestion de ce genre de situation ou pas? Faut-il faire preuve de force pour imposer les règles? Est-ce que je dis, écoute, c'est un couvre-feu, ou il faut faire ça par la police, ou je vais donner, comme on voit partout dans le monde, est-ce que c'est nécessaire, ça? Est-il moral de mentir pour le bien collectif et cacher les mauvaises nouvelles? Alors, maintenant, pour répondre à ça, je vais partager avec vous les 6 styles les plus connus dans le monde du management. Et on va voir c'est lesquels qu'on va utiliser le plus. Il y a des gens qui me disent, c'est qu'est-ce qui est meilleur, le 1, 2, 3, 4, 5? Friel, toi, tu conduis ton auto? C'est une bonne question. Tu sais conduire. Tu sais conduire? Oui, je sais conduire. Bon, oui, et supposons sur ton auto, tu as 6 vitesses. Si je te dis que c'est quoi la meilleure vitesse, es-tu capable de répondre? Bien sûr que non. Ben non, Tout dépend. parce qu'on a besoin de tout.
Donc, un bon leader doit utiliser les différents styles de leadership selon la situation. Si tu es en pente, tu vas mettre ça en deuxième. Si tu es sur l'autoroute, tu vas aller cinquième, sixième. Pour partir, c'est un. Donc, on a tous des circonstances et des besoins différents qui vont faire de sorte qu'on va suivre tel style pour telle situation. C'est la même chose pour la gestion de crise. Mais avant d'aller là, j'aimerais, je peux utiliser tout, bien sûr, mais je vais vous dire, moi, ce que je pense, lesquels que je vais le plus utiliser et dans quelles circonstances. Alors, quelles circonstances? Toute crise, d'habitude, écoute, c'est une courbe 6 sigma, on appelle ça, ou de Gauss, ou de clocher, chacun l'appelle à sa façon. Quel est le leadership le plus adapté selon la phase 1, 2, 3 ou 4? Alors, on va voir d'abord le style de leadership directif. C'était le numéro 1, qui était le directif. C'est celui qui consiste à dire « faites ce que je vous dis ». Ça ressemble un peu à la dictature. Faites ce que je vous dis, ça veut dire au niveau du gouvernement, c'est le couvre-feu, c'est la police, c'est des peines de prison et tout ça pour ceux qui n'écoutent pas. Alors, il est utilisé en plein pic de la crise et aux périodes critiques afin d'imposer des mesures importantes. Mais quand est-ce que je vais l'utiliser? Il faut 3 conditions. Le risque est tellement important qu'il faut appliquer les instructions. 2, les gens ou une partie n'appliquent pas les recommandations. Quand tu vois qu'il y a une partie qui n'applique pas les recommandations, et puis le troisième, une insubordination minime peut avoir des conséquences graves de la sécurité sur la viabilité du reste de la population. Donc d'abord, c'est important. Ensuite, il y a une partie qui n'applique pas. Et puis, si elle n'applique pas, c'est fâcheux pour tout le monde. Alors là, j'applique le style de leadership directif. Est-ce qu'on le commence tout de suite? D'habitude, non. D'habitude, on veut donner la chance au bon sens. On va dire, écoute, on va les impliquer, on sera participatif, on va sortir des conseils généraux, amener une sensibilisation et tout ça. Maintenant, quand est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais faire ça au début ou au pic? D'habitude, l'expérience, c'est au pic. Et regardez, il y a certains pays qui ne l'ont jamais fait parce qu'ils ont leur population, comme la Suède, qui est trop mature pour qu'on utilise ça. Ça veut dire pas trop dans le sens mauvais, là, mais qui a su, sans utiliser la police, sans utiliser des instructions fermes, avoir les mêmes résultats que ceux où on est confiné de force. Alors, ça, c'est le premier style, et on va l'utiliser, donc, d'habitude, pas au début. Il ne faut pas le lâcher quand on l'a utilisé, parce qu'il peut y avoir une deuxième vague, il peut y avoir des complications. Et la deuxième vague, certains la nient, d'autres, ils disent que ça peut devenir un peu chronique, ça peut devenir un peu une habitude. Donc, c'est important, quand on l'a fait bien. Ensuite, le participatif. Le participatif, ça, c'est un style où on fait confiance à tout le monde quand le danger n'a pas atteint le niveau critique. C'est stratégie d'encourager les bénévolats, les informations partagées et tout ça. Maintenant, ça, c'est avec la population. D'habitude, ils peuvent s'accompagner, mais quand on va sans directif, le leadership est très haut. Et d'habitude, quand on commence la critique, le participatif peut baisser comme on va voir dans le graphique. Mais dans la gestion des crises, la prise de décision, on a besoin d'un comité où l'approche est participative. Ça veut dire dans le comité, par exemple, de votre entreprise, tu peux devoir avoir le directeur général, le syndicat, le directeur de production, un représentant des clients, les ventes et tout ça, pour prendre des décisions collectivement. Donc, au niveau de la décision, de la haute instance, c'est important que ce soit participatif. Comme, par exemple, un premier ministre, il doit avoir un comité de sécurité de l'État, un comité des personnes responsables de la santé, des docteurs, des syndicats, tous ceux qui ont une influence sur le sujet ou qui peuvent l'empêcher de tourner en rond plus tard. Ça veut dire qu'il vaut mieux décider ensemble en mode participatif. Collaboratif. Collaboratif, ça c'est important. En entreprise, le collaboratif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit presque un socialisme. Ça veut dire qu'on n'a pas de vedette. Tout le monde, on partage les mêmes primes, à peu près les mêmes salaires.
et on va faire beaucoup d'activités comme des anniversaires et tout ça. Ça, c'est un style qui est apprécié dans certaines situations. Mais si ça reste trop longtemps, qui va aimer ça? Les gens qui ne font rien. Et les personnes qui ont beaucoup qui sont très performants, ils vont te quitter parce qu'ils vont avoir le sentiment de travailler pour les autres. Alors, on va utiliser le style de leadership collaboratif quand on est en phase difficile, par exemple, un grand changement. C'est important de dire, écoutez, on a le même destin, tout le monde. On va pas, les riches ne sont pas mieux servis que les pauvres. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas vendre un vaccin à la vente libre avec un gros prix. Il faut interdire ça pour que toutes les personnes aient les mêmes chances. Ça veut dire plus collaboratif. On ne fait pas la différence entre des religions, les gens qui vivent à Tunis, en Tunisie, puis les gens qui viennent de l'étranger, à qui on a dit qu'ils ont amené avec eux le virus. C'est important de rester solidaire. Donc ça, c'est un style de leadership qui est permanent durant toute la crise. Ou, malheureusement, je regarde aussi la TV tunisienne, il ne faut pas nourrir les tiraillements politiques pour régler des comptes maintenant. Ce n'est pas le moment. Maintenant, on est tous unis et c'est important de rester unis. Et si tu as des comptes à régler, c'est plus tard. Donc, le leadership collaboratif est important dans la gestion de crise. Maintenant, le visionnaire, oui, on a besoin de visionnaire, leadership visionnaire, parce que pour faire visualiser une image de fin de crise, pour donner espoir, pour dire voilà comment on va commencer. Voilà, par exemple, en Tunisie, j'ai vu ça, par exemple, en France aujourd'hui, c'est la carte française, ils ont mis on appelle ça les cantons, ou je sais pas, les gouvernorats, je sais pas comment on appelle ça, certains en rouge, d'autres en jaune, d'autres en vert. Ça veut dire on va commencer par les verts, ensuite on va tendre pour les oranges, on va ensuite voir pour les rouges. Donc ça donne une vision. Comment on commence progressivement à faire ça, étudier une stratégie de sortie, une stratégie de confinement, de retour, la vision possible de nouvelles opportunités de marché. Écoute, par exemple, nous, maintenant, mais peut-être que ça va promouvoir ce que nous faisons là, des marchés de formation en ligne, donc, c'est important de voir ça aussi peut-être comme une opportunité. Il y a des gens qui vont s'enrichir dans cette crise-là. Pas forcément des gens de mauvaise morale. C'est parce que c'est des gens qui vont peut-être coudre des masques. Je sais pas. Donc, c'est aussi une opportunité de voir des choses autrement. Ben, c'est sûr que c'est dommage d'avoir autant de morts, mais c'est aussi... donc, c'est important d'être visionnaire là-dedans, leadership visionnaire. Et là, on se pose la question, mais je vais utiliser ça comment? Tu m'as donné 4 leaderships, 4 styles. Je vais utiliser ça. J'ai essayé de faire ça, puis je l'ai fait finalement sur un graphique. Donc, le collaboratif en mauve, tout le temps, on est solidaire. Tout le temps, le prix du vaccin, si le vaccin il est fixe, il sera donné selon des priorités, par exemple, des personnes les plus vulnérables. Le directif, je ne l'utilise pas au début, mais écoute, s'il n'écoute pas, ça veut dire qu'il faut être un peu, quand ça commence à faire peur. Et vous regardez, quand le directif, il s'envole, le participatif, il baisse. Parce que le participatif, il est basé sur la conscience des gens. Le visionnaire, au début, on a tellement des informations contradictoires, on ne savait pas rien, que c'était difficile d'être visionnaire. Mais à partir de maintenant, ou un peu avant, c'est important de voir c'est quoi qui va se passer après, avoir un plan de retour. Alors, est-ce qu'on a des questions sur cette partie-là de leadership? Ce que je vais vous dire, c'est qu'après ça, on va voir la gestion des crises. C'est quoi, comment gérer la crise? C'est quel comité, quel type de décision et tout ça. Là, j'ai parlé seulement de leadership. Parce que ça arrive parfois quand je donne la période de questions, les gens me posent des questions, c'est comment gérer la crise. C'est ce que je vais voir un peu plus tard. Donc, j'arrête le partage, je reviens à Ferrière. Et puis, donc, est-ce qu'on a des questions? Tout à fait. On a oui. Des questions. Alors, j'ai une question, voilà, de Si Mohamed Rafiq Ben Aïed. Bonjour, c'est Mohamed. J'espère que tu vas bien. Voilà, oui. Donc qui pose la question de savoir comment rendre le leadership participatif plus efficace au moment d'une crise pour une réactivité, une décision rapide et éviter donc la lenteur des décisions notamment. Oui, ça c'est très important parce que ce qui se passe souvent dans le participatif,
c'est qu'on perd parfois trop de temps. Et ce qui se passe, c'est que les gens vont dire, mais on est tous les jours dans des réunions, arrête. On veut un leader qui dirige, pas des personnes qui n'arrivent pas à prendre des décisions. Alors, c'est sûr que on va parler de décisions stratégiques et de décisions opérationnelles. Décisions opérationnelles, par exemple, aujourd'hui, quelle porte on va ouvrir? Ça, c'est opérationnel, c'est tout de suite. Stratégique, c'est, par exemple, comment nous allons faire un plan de retour, par exemple. Ça, tu ne peux pas le décider seul, il vaut mieux avoir toutes les compétences avec toi. Ce que j'ai pour toi, cher Rafir, vraiment un exemple là-dedans. Je vais stimuler une réunion pour que le leadership participatif soit plus efficace. C'est comme si tu étais là, donc j'ai préparé ça et ça va être dans la partie qui va suivre, cher Rafir. Donc, ça va être répondu. Comment gérer des réunions de leadership participatif pour ne pas perdre du temps. Et je vais commencer. C'est quoi la meilleure façon de perdre du temps? Ensuite, on va voir comment faire de sorte de ne pas perdre du temps. Et merci, Mohamed Rafir. Merci. Oui. Alors, j'ai une autre question donc, de Madame Soumaya Yarkoubi, qui est ma collègue, que je salue d'ailleurs, donc, qui est celle de savoir comment est-ce qu'on doit se préparer aux réalités de l'après-crise pendant que nous faisons face aux défis immédiats. Moi, je pense que si tu prends la journée d'un responsable, écoute, on est plusieurs. Et c'est pour ça, moi, comment je vois ça, comment j'ai vu ça dans les entreprises, il y a le comité de crise, le comité de guerre là, qui gère tout ce qui est opérationnel, mais ils ont conçu aussi un autre comité stratégique, ça veut dire plus long terme, où ils vont faire appel aux informations qui viennent de l'extérieur pour pouvoir prendre des décisions plus long terme. C'est sûr que c'est délicat. La priorité reste à la détection de la maladie, je comprends ça, mais rien ne nous empêche d'avoir une autre instance qu'on peut créer pour avoir un meilleur leadership visionnaire. Ceci dit, c'est difficile, avant d'arriver au pic, d'avoir une vision, parce que tout est incertain. Toutes les informations sont volatiles, ça on va le voir. La volatilité, l'incertitude, tout ça. Ce qui fait qu'on est juste face à des scénarios. Maintenant, je tiens à ce qu'on ait ça, surtout quand on arrive au pic, là, quand on a des informations beaucoup plus palpables, parce que les gens ont besoin d'avoir un espoir. Et quand je vais arriver à la gestion de crise, peut-être que je vais en parler un peu plus pour répondre à ça. Comment, oui, on doit avoir ça, c'est certain. Pas depuis le début, là, vous avez, la courbe jaune, au début, a été presque morte parce qu'on ne savait pas comment être visionnaire. C'est quand on a assez d'informations pour pouvoir prévoir le truc. Maintenant, on est en train de dire, peut-être si on est dans le scénario de 14 mai, 15 juin et tout ça, donc on met des scénarios en place. Et il ne faut pas oublier ça parce que les gens, c'est important pour que les personnes, comme je disais tout à l'heure, je suis en train de me répéter, de voir le bout du tunnel, voir une lumière au bout du tunnel. Merci. Donc, si tu veux bien, une dernière question avant que tu reprennes. Face à un leader, donc je pense qu'il voulait dire quand les personnes sont face au leader, qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'ai pas compris exactement le sens de la question. Par exemple, mais je vais essayer de... Si un leader ne fait pas tout ça, n'a pas un leadership, puis il s'entête à faire ce qui lui semble bon, alors que toute l'équipe n'est pas d'accord avec ça. Bien, ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème, surtout s'il est propriétaire, par exemple, de son entreprise, surtout s'il a toute l'autorité là-dessus. Donc, écoutez, il n'y a pas de recette magique là-dedans, mais il est possible de voir la chose autrement. Au lieu de dire que, est-ce que je peux le corriger lui? Peut-être que tu ne pourras pas le corriger lui, parce qu'il est ce qu'il est. Par contre, est-ce que moi, je peux faire ça autrement? Se remettre en cause ma façon de lui expliquer les choses, est-ce que je peux changer ça? Et je vais vous partager un exemple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. J'étais dans une entreprise, puis il y a un contremaître qui me dit « Salah, toi, tu viens nous aider et nous trouver des bonnes solutions pour qu'on soit plus productif. » J'ai dit « Oui, c'est mon travail. » Il m'a dit « Oui, mais moi, tes solutions, je les données avant toi. Moi, on ne m'écoute pas. Mon boss ne m'écoute pas.
Et pourquoi on t'écoute toi et en plus on te donne de l'argent? Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Pourquoi on amène un consultant, on lui donne de l'argent, alors que nous, on lui a donné toutes les solutions avant? C'est sûr que c'est délicat. J'ai senti beaucoup de frustration chez cette personne-là. Et ensuite, j'ai décidé d'aller plus vers il y a la première possibilité que le boss, là, effectivement, est vraiment fermé. Là, c'est fatal. Là, tu ne peux rien faire. Mais il est possible aussi que moi, je n'ai pas su expliquer. Et j'ai essayé de comprendre, peux-tu me dire comment tu as passé de parler avec ton boss? Puis j'ai remarqué que la façon dont il parlait avec lui, d'abord, c'est des moments toujours inopportuns. Ça veut dire le temps que le directeur est avec un client faire le tour des machines pour montrer à quel point son équipe est bonne et tout ça. Le contremaître, lui, il rebondit, il dit « Hey, écoute, les outils ne sont pas bons. » Ce n'est pas le bon moment. Ensuite, quand il pense faire des améliorations, il l'amène toujours en termes négatifs. Il ne l'amène pas en termes d'amélioration, il les amène toujours en forme de critique. Alors le boss, la plupart du temps, il va se mettre en mode résistance. Ça veut dire qu'il est en train de dire on manque de personnel, on manque d'outillage, ici c'est toujours sale. Donc, moi, en tant que directeur, je n'accepterai pas ça comme un conseil. Le problème, c'est que c'est souvent le cas. Ça veut dire, au lieu d'amener une amélioration, on amène une critique. La personne qui voit la critique voit de l'hostilité. Il se referme. Alors, comment je vais parler avec lui? D'abord, ce n'est pas toi qui choisis le moment. Tu vas lui dire, hey boss, tu vas le rencontrer, dire, hey boss, on s'est assis avec les compagnons, et puis on a trouvé de belles méthodes pour éviter des gaspillages, pour limiter les gaspillages, et ça peut nous donner beaucoup de gains en productivité. Quand est-ce que je peux vous voir? Donc, d'abord, tu ne parles pas tout de suite, ensuite, tu utilises des bons termes, et tu promets une amélioration. Et puis, quand est-ce que je peux vous voir? Il vous dira jamais, il ne vient jamais me voir. Ce n'est pas possible. Alors, c'est parce que, malheureusement, on ne parle pas tous le même langage. Les employés, ils utilisent le langage, ça fait combien de boîtes? Les directeurs, ils parlent, hey, c'est quoi la productivité? Et les actionnaires, ils disent combien de millions on gagne. Donc, ce n'est même pas le même langage. Donc, c'est important. Enfin, ça, il y a une autre formation qui dit c'est quels sont les langages de communication en gestion pour que les personnes se comprennent. Moi, donc, à ta place, je dis au contremaître, j'arrêterai de faire des critiques, je parlerai au boss, pas quand il est avec un client, mais aller demander une audience et dire qu'on s'est rencontré avec les gars et puis on a trouvé une méthode pour améliorer la productivité qui fera des gains de tel. Ce serait un vrai crime s'il l'accepte. Et puis, pas commencer à parler maintenant. Lui donner le choix. C'est à quelle heure ou quel jour que je pourrais vous rencontrer? Est-ce que vous voulez que je vous rencontre avec l'équipe? Donc, on a travaillé, le boss dont tu parles, Taha Bendir, je ne le connais pas. Peut-être qu'il est vraiment difficile ou quelqu'un que tu connais comme ça dans ta famille qui est avec un boss comme ça. Mais moi, je me remettrai toujours en cause. Et dire, est-ce que je suis en train de faire bien les choses ou est-ce qu'il est vraiment impossible? Je me mettrai à défi. J'essaierai de me repousser mes limites. J'essaierai de sortir de ma zone de confort et dire, je vais améliorer ma communication là-dedans. Voilà ma réponse. Merci. Merci, Salah. Donc, si tu veux, on peut reprendre? Oui, avec plaisir. C'est toujours un plaisir, madame. Alors, là, je reviens à ça. Il revient toujours au début. C'est pas paresse pour ne pas utiliser les autres déroulements. Bon, alors, ça, on l'a vu. Maintenant, on va voir la gestion de crise qui est inspirée de Agile. Alors, ça va nous permettre comment gérer tout ça, comment informer les gens, comment décider, comment communiquer et gérer cette imprévisibilité. Alors, il faut savoir que on gère un environnement vraiment incertain. Je me suis inspiré du modèle fait par les États-Unis en pleine guerre. Ils ont dit, écoute, on est dans un domaine où il y a le VUCA, ils ont appelé le VUCA, la volatilité des informations. Ça veut dire qu'on a tous les jours des informations nouvelles. Vous savez, quand on commence une guerre, elle ne se déroule jamais comme on l'a prévu. Jamais.
Alors, ils ont commencé à réfléchir, est-il possible d'avoir un modèle qui va nous permettre de mieux gérer cette imprévisibilité-là. La volatilité des informations, écoute, tous les jours, on se réveille sur tel vaccin, tel pays, le masque, il est nécessaire, n'est pas nécessaire, chloroquine, pas chloroquine. Donc, les informations, tous les jours, ils changent. Le message est ambigu. Écoute, tel ministre intervient, puis tel autre ministre dit le contraire, puis il y a des rumeurs qui viennent par Facebook, donc là, une grande ambiguïté du message. Ensuite, prendre une décision, c'est complexe, parce qu'il n'y a pas une solution optimale, bonne. Toutes les solutions vont sacrifier, par exemple, si on pense économie, eh bien, il y aura plus de risques de santé. Si on privilégie la santé, il y a peut-être des problèmes d'économie. Donc, il y a comme on est en train de faire la balance des inconvénients. Ça veut dire on est en train de choisir le moins pire. Et c'est sûr qu'on est sujet à des critiques face à ça. Et puis même les solutions qu'on choisit, on est incertain. Alors imaginez un peu la difficulté du leader ou des personnes qui gèrent l'entreprise, votre entreprise dont vous êtes le leader, ou le groupe, ou l'État. Donc c'est ça. On se trouve en plein changement. Et j'ai essayé de trouver les réponses à ça dans ce petit tableau. La volatilité, là, c'est la première à gauche. On découvre tous les jours de nouvelles informations. Donc, donc ça apprend quoi? Que la décision est toujours rapide, presque ponctuelle. Tous les jours, on décide. On doit décider en fonction de l'information qui arrive. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est normal qu'un politique décide aujourd'hui quelque chose, puis qu'il revienne demain, et puis annule sa décision. Moi, je salue ça. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est responsable et mature. Alors, les journalistes ou les personnes qui disent, ben là, je ne sais plus de quel pied danser, mais c'est normal. Il n'y a pas pire que l'entêtement dans ce genre de situation. Et on va voir, là, comment faire ça. Donc, face à la volatilité, c'est important d'avoir une décision instantanée. Ensuite, l'incertitude. On ne sait vraiment pas si je dois prendre telle ou telle décision. Et c'est pour ça qu'on va collaborer. On ne peut pas avoir quelqu'un qui décide tout seul. C'est important d'avoir un comité ad hoc, un comité de guerre, où il y a toutes les spécialités. Afin, d'abord, de prendre les bonnes décisions. Deuxièmement, pour qu'on soit solidaire. Donc là, c'est la réponse à Soumeya, je pense, que c'est important de faire participer toutes les personnes à ça pour éviter d'être seul face à cette décision-là. La complexité, toutes les décisions sont complexes. Et parfois, tu n'as pas des recettes. Alors, quand tu n'as pas de recettes, au moins, annonce tes valeurs. Les valeurs, par exemple, c'est, écoute, l'équité de tous les Tunisiens et tous les amis de Tunisie qui vivent sur le sol tunisien devant ce que nous vivons. C'est important de dire, écoutez, la priorité peut-être aux plus vulnérables. Donc, amène tes principes, faute de procédures. Les procédures, peut-être, ils peuvent changer. Et surtout, l'ambiguïté du message. Alors, moi, ce que j'ai aimé, par exemple, au Québec, c'est que il y a tous les jours, à 11h du matin, une conférence de presse. Le premier ministre, à sa gauche, je ne sais pas, quelqu'un de la santé, à sa droite, quelqu'un d'un autre ministère, ça dépend de l'éducation, mais il n'y a pas d'autres conférences de presse. Ça veut dire, lui, il parle, il donne d'abord, il commence par donner des informations. Écoute, on attend de cas positifs, on attend de morts, on attend de personnes rétablies. Voilà, puis on a eu ça là, puis on a décidé de faire quelque chose, puis il la communique. Puis, donc, si les gens ont besoin de poser des questions au ministre de la Santé, il est avec lui. Donc, il n'y a plus d'ambiguïté. Ça m'a plu, ça. C'est, au lieu d'avoir des annonces, on aura une conférence de presse tel jour, telle heure, puis des retards, tout ça. Écoute, c'est ambigu, tout ça. Écoute, je ne dis pas qu'ici, elle est idéalement gérée, mais au moins, il n'y a plus d'ambiguïté. On sait. Les journalistes arrivent toujours avec plusieurs questions, mais ils sont de marbre tous ensemble, unis et solidaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut utiliser les techniques habituelles de gestion de l'administration? Non. Partage classique de responsabilité. Toi, tu t'occupes de la qualité. Écoute, c'est une situation. Est-ce qu'on va avoir les mêmes horaires administratifs? Je ne pense pas non plus.
Est-ce qu'on va rester dans le registre des absences? Mais là, on est webinaire. Donc, il y a un bouleversement total des moyens que nous avons. Ensuite, oui, il y a autre chose aussi, la dernière. C'est qu'on nous apprend dans les écoles de gestion qu'on ne peut prendre une décision que lorsqu'on a toutes les informations. Un bon gestionnaire, il doit avoir toutes les informations pour décider. Malheureusement, ce n'est plus en vigueur. Dans la période de crise, tu n'as pas jamais toutes les informations. Il y a des choses que tu sais, il y a des choses que tu ne sais pas. Il faut avoir le courage de décider et d'avancer. Ça, c'est nouveau. On n'a pas l'habitude de dire ça aux étudiants ou aux gens. Mais écoute, on prend des décisions parce qu'on est convaincu, on a parlé, on est solidaire, on a décidé d'aller de l'avant, mais on n'a pas la décision. On ne sait pas, je prends la décision de chloroquine, je ne sais pas comment il s'appelle. Il y a des gens qui disent peut-être qu'il est bon et d'autres qui disent pas qu'il est bon. Il y a une décision qui a été prise. Malgré qu'on n'a pas toutes les informations, il n'y a pas de confirmation de validation des informations. C'est important, donc ce n'est pas les mêmes qualités qu'on a l'habitude de voir sortir des écoles de gestion. Ce n'est pas non plus les mêmes ce n'est pas le même sens hiérarchique. Donc, tout ça, ça a l'air de ne plus fonctionner. Alors, qu'est-ce qui va fonctionner? C'est un comité pluridisciplinaire de crise. Dans ce comité-là, on va revoir toutes les couleurs, tous les représentants, et on va pouvoir, de cette façon, je pense, Soumeya, impliquer toutes les catégories de notre personnel. Et dans l'État aussi, on peut faire ça. Donc, il y aura la sécurité, la police, l'armée, la médecine, les universités et tout ça. Pour que la décision engage tout le monde. Pour qu'on puisse les mobiliser. Alors, qu'est-ce qu'on fait chaque jour? Chaque jour, on commence par la récolte d'informations. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un nouveau vaccin? Est-ce qu'il y a un nouveau médicament? Est-ce qu'il y a de nouveaux morts? Et ensuite, ensemble, le comité, il décide d'une manière participative. Et il agit pour réaliser la décision. Ensuite, il évalue et il communique si c'est un gouvernement par une conférence de presse ou si c'est une entreprise, écoute, c'est important aussi de communiquer pour que les gens soient rassurés. Moi, je vous conseille tous les jours. Donc ça, là, on approche agile, ça s'appelle une itération. J'arrive. Il appelle aussi le sprint, ça dépend des entreprises. Ça veut dire tous les jours, on fait ce tour-là. Et ça s'appelle itération. Qu'est-ce qu'on fait ensuite l'autre jour? Chaque jour, on fait une itération. La gestion de crise et la différence qualitative entre la première itération et la deuxième, ça s'appelle l'incrément. Ça veut dire, c'est quoi le gain qu'on a fait là-dedans. Donc là, je me réfère à la théorie de l'approche agile. Vous pouvez le trouver dans les phases agile. Donc, chaque jour, je fais un petit tour et puis je le fais un autre. Et tous les jours, j'ai la même discipline. C'est le comité de guerre qui ramasse les informations, il décide, il agisse, il voit est-ce que ça marche ou pas, il communique, puis il se revoit le lendemain, et ainsi de suite. Bon, ça va servir à quoi? Je vais aller voir les deux situations. Un, pandémique du pays. Deux, votre entreprise à vous. Je vais toujours les comparer. Alors, pour la pandémique, excusez, ça c'est pour la pandémique, si on ne fait pas ça, écoute, il y a une augmentation fabuleuse du nombre de malades, de patients, et comme c'est passé en Italie, le nombre de lits et d'hôpitaux sont pas suffisants, ce qui a amené la partie rouge là, qui a dépassé le système de capacité du système de soins. Et puis, on s'est amené à des horreurs du type est-ce qu'on va favoriser les jeunes, les vieux, on va les sacrifier, puis tout ça. Et c'est très mauvais. Alors, ce qu'essaie de faire maintenant le gouvernement, ou tous les gouvernements du monde, c'est celui d'aplatir la courbe avec ces petits tours-là. Donc, l'objectif de chaque tour, comment ne pas dépasser la capacité du système de soins. Avec des mesures de santé publique ou des mesures de fermeture de frontières, fermeture, confinement partiel. Toutes les décisions ont pour objectif ne pas dépasser le système de santé. Maintenant, ça, vous le connaissez certainement. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai trouvé. Par contre, ce que j'ai fait, moi, c'est pour notre courbe de travail. Votre entreprise, supposons qu'elle baisse de production. À un moment donné, elle va arriver à un point, ça c'est la courbe marron, et elle va ensuite revenir. Mais il y a un seuil de viabilité. C'est quoi le seuil de viabilité? C'est de ne pas perdre des employés clés,
c'est ne pas perdre des partenaires, par exemple, un fournisseur important qui te vend, toi, de la matière première, puis tu vas le perdre parce que, écoute, tu n'achètes plus, ou un client important qui te fait vivre. Et donc, tu vas te laisser un seuil de viabilité qui est en rouge. Tu vas dire, moi, la production, là, elle ne doit jamais tomber en dessous. Et je vais faire des réunions journalières en mode agile, de sorte à toujours ne jamais dépasser ça. C'est le résumé de la gestion de crise dont je voulais parler. C'est sûr que gestion de crise, c'est beaucoup plus élaboré, c'est beaucoup de chapitres, mais j'ai essayé de faire ça, comment on gère une crise. Maintenant, la question est, est-ce que je peux avoir un autre comité stratégique de l'après-crise? Oui, mais d'habitude, il se crée au rebond. Ça veut dire quand on commence, il se peut qu'il y était avant, mais écoute, tu ne peux pas lui donner beaucoup de moyens. Et à partir du moment où ça rebondit vers le positif, c'est sûr qu'on peut soit le même comité, soit on peut faire un comité parallèle pour voir qu'est-ce qu'on va faire maintenant à un plan de retour. Est-ce qu'on va ramener tous les employés en même temps? Est-ce qu'on va s'organiser d'une manière différente? De quelle manière on va faire ça? Quelle nouvelle organisation va nous permettre de garder une distance de 2 mètres entre les uns et les autres? Comment je vais m'isoler de la fourniture qui peut transmettre des maladies? Comment je vais faire avec les fournisseurs? Tout ça, là, c'est un comité stratégique de l'après-crise et qui pourrait commencer au début ou un peu avant le rebond. Donc, je pense qu'une question a été posée là-dedans. Oui. Et puis, la distance, est-il possible d'avoir des soins médicaux pour aller réduire la gravité? La distance pour se battre pour faire face à l'étendue. Et le thermomètre que vous voyez à droite, c'est pour voir venir le problème. C'est pour la détectabilité. Donc ça, c'est le comité après-guerre, si vous voulez, après crise, qui doit se pencher à avoir des stratégies comme ça. Moi, je pense qu'il y aura des nouvelles normes. Ça, je l'ai trouvé nulle part, mais je le pense vraiment. J'ai travaillé avec AFNOR. Je ne pense pas qu'ISO va rester le même. Je pense qu'il y aura des ajustements pour HACCP aussi. Et il se pourrait même qu'il y ait une norme pour cette pandémie-là. Mais quand on n'a pas tous les jours des pandémies, il est possible que doucement après, qu'elle soit intégrée dans les autres normes de management de la qualité ou du management d'une manière générale et aux autres normes HACCP et autres normes sectorielles. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'attendre les normes. Faites-vous aider, si vous êtes en entreprise, ou si toi, tu es étudiant, tu veux devenir consultant là-dedans, ou tu vas travailler dans une entreprise, de réfléchir quels sont les moyens qui vont me permettre de respecter les normes, les nouvelles conditions d'éloignement social, et puis comment je vais organiser ça dans mon espace. C'est peut-être pour l'université aussi, pour l'IHE, de quelle manière nous allons distancer les choses pour revenir progressivement à l'état normal. Est-ce qu'on va revenir carrément à l'état normal comme avant, ou maintenant on va changer des choses. Il y aura peut-être des postes qui seront en télétravail tout le temps parce qu'on a découvert des vertus à ça. Bon, là, à mon ami qui m'a dit comment on fait la communication participative puis de sorte à ne pas que ce soit efficace. Dans le comité, n'importe quel comité où on invite des personnes, il y a parfois des maladresses. Et pourquoi on est maladroit, et ça peut prendre parfois des heures, une petite réunion comme ça, c'est parce que nous-mêmes, on est sous le coup d'émotion et on risque d'être maladroit. Donc, les gens sont plus nerveux, on est irritable, et c'est pour ça que gérer une réunion comme ça, vous regardez le monsieur regarde le plafond, je ne veux pas à sa place. Donc, c'est comment gérer ça pour que ça soit efficace. Alors, je vais commencer par l'attitude A qui est inefficace. Ce n'est pas la bonne. Alors, supposons que vous avez reçu de votre expert une consultation et là, tu as toute ton équipe et l'équipe est surtout pour un plan de retour.
Donc, il t'a proposé, il dit le boss, après la consultation avec des experts et suite aux directives gouvernementales, maintenant nous avons la possibilité de travailler en deux équipes distinctes, une le jour et l'autre la nuit, par exemple, afin d'espacer les postes de travail de 2 mètres au moins et de garantir le nettoyage. Donc, il a regardé et puis il a dit, ben, écoute, on va faire ça parce que si on ne fait pas deux équipes, on sera toujours trop serré et je ne veux pas ça. On ne sera pas conforme aux directives gouvernementales. Alors, il dit aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on pose la question comme ça, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont se diviser d'habitude. Et vont aller, une partie qui va dire oui, c'est bon, l'autre qui va dire non, écoute, c'est un vrai danger. Et c'est une question, quand vous posez une question comme ça, qui amène l'opposition. C'est celui qui a rendu la réunion difficile, c'est le monsieur au milieu, c'est le boss. Parce qu'il y a une dame qui pense que ça c'est bon, on devrait le faire, et il y a une autre dame qui dit tu comprends rien, il y a beaucoup trop de risques. Et lorsqu'une émotion vive nous brûle, elle ne laisse entendre que ce qui vient l'alimenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui est en noir, là, qui est en chapeau de réalisme puis de prudence, elle n'écoute que ceux qui sont prudents avec elle. Même quand la personne qui est en optimisme parle, elle ne l'écoute pas parce qu'émotivement, elle est dans la résistance. Et par conséquent, quand l'autre amène son argument, elle prépare son contre-argument à l'avance. Et ça, vous l'avez toujours vécu, tout le monde qui ont fait des réunions ont vécu des choses comme ça. Donc, quand ils se mettent les uns contre les autres, c'est vraiment difficile à gérer, ça va créer des conflits. Alors, comment peut-on gérer ça? Comment peut-on avoir une attitude B qui est différente? Comment les amener à se comprendre et s'écouter pour que ce soit efficace? Comme disait mon ami Rafiq. Fédération des énergies aux canalisations pour prendre une décision dans une approche participative, je l'appelle la vision parallèle. La vision parallèle consiste à mener une réunion canalisant les énergies. Je vais vous montrer comment. Il s'agit de mettre les participants sur la même longueur d'onde. On est en train de passer de la discussion spontanée, naïve, vers la discussion stratégique, étudiée, planifiée. Canalisation des énergies. Alors, au début, je vais faire un tableau comme ça, avantages, inconvénients, solutions. Et ça me permet de faire quoi? Je vais tenir la discussion suivante. Séraphiq est toujours avec nous. Séraphiq, c'est le chef de réunion. Il nous dit, nous sommes réunis afin de décider ensemble à propos de Warqa, une feuille qui m'est venue d'un expert. Je vous donne le bilan de la situation à ce jour, voilà ce que nous avons. Et je vous lis l'annonce qu'il avait lue avant, là, ici. Voilà. Après consultation des experts, suite directive, nous allons faire travailler deux équipes, nous allons faire ça, nettoyer, puis tout ça. Ça, c'est une proposition. Mais, il ne faut pas dire qu'est-ce que vous en pensez. Il dit, cette forme-là, elle a des avantages, mais des problèmes aussi. Pourquoi il fait ça? Pour montrer qu'il est à égale distance. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on regarde ensemble d'abord les avantages. Ensuite, on va voir les problèmes. Donc, c'est quoi l'avantage de cette situation? Et là, il les canalise pour que tout le monde pense positif. Pense avantage. Et puis, les inconvénients, on va les voir plus tard. Donc, si quelqu'un dit, oui, mais, on va écris là ton idée, on va la voir un peu plus tard. Et donc là, il va maintenir l'énergie au moins de 10 minutes pour garder une ambiance positive des avantages de la réunion. Pour commencer, notons les avantages de cette décision, en tour de table et tout ça. Donc, ça va nous permettre aussi, ça va garantir, écoute, tout le monde a envie de revenir, oui, c'est une bonne chose, là. Et idéalement, tout le monde parle, pour que tout le monde s'écoute. Donc, tout le monde est dans le même mode de pensée, même partie du cerveau, qui est les avantages. Ensuite, on va dire, ouais, bon, merci, j'ai écrit tout, on a passé 10 minutes là-dessus, maintenant, soyons réalistes. Donc, il ne dit pas, dites le négatif. C'est pour valoriser les gens qui sont prudents. Il dit, voyons le côté réaliste maintenant, le côté problématique. Quels sont les inconvénients? Et là, il commence. On n'a pas de transport public la nuit. Il ne faut pas répondre, dire c'est pas grave. Il faut écrire, il faut garder 10 minutes d'énergie d'opposition. Quoi encore?
Ben écoute, l'autre est malade, elle, c'est une mère avec des enfants, elle ne peut pas. Bon, ils vont sortir tout ce qui ne marche pas et c'est correct. Il ne faut pas couper la parole. Il faut tout savoir, au moins 10 minutes dans les avantages, 10 minutes dans les inconvénients. Ensuite, on résume les avantages et les inconvénients. Les inconvénients résumés, peut-être qu'ils seront 3 ou 4. Par exemple, problème de transport, problème d'organisation. Puis... Bon, pour le transport, il fait ça comme un brainstorming. Est-ce qu'il y a des solutions? Et vous allez remarquer que les gens qui vont donner les solutions, ce sont les gens qui sont opposés. Là, tu deviens leader parce que tu donnes la possibilité aux gens de les écouter sous diverses couleurs énergétiques. Ben écoute, si on n'a pas d'autobus la nuit, on peut louer un autobus pour l'entreprise. C'est une bonne solution. Ben, tu l'écris et ensuite on attend de validation et tout ça. Et à chacun des inconvénients, vous allez explorer avec les gens quelles sont les solutions possibles. Et c'est comme ça qu'on engage tout le monde. Et ça ne prend pas plus qu'une heure. Moi, tout le temps, dans ma carrière de consultant, j'utilise ça pour mettre les gens sur la même longueur d'onde. J'ai canalisé les énergies pour arriver à la fin à des solutions et à un plan d'action. Donc, quelle stratégie pour ces difficultés? Est-ce qu'on valide, par exemple, écoute, est-ce que la société de transport loue des autobus? Ça, c'est une validation. Est-ce que ça existe en location ou pas? Donc, pour valider si c'est valable ou pas. Et ensuite, on distribue des rôles et plans d'engagement. Toi, donc, tu vois, c'est toi, Ahmed, qui va contacter la SNT ou Transtu, ou c'est toi qui vas maintenant voir avec le médecin de travail si on est possible de mettre des détecteurs ici. Bon, donc, il y aura qui fait quoi, quand, comment. Et là, on est dans l'efficacité même. Et là, par le même coup, on a pu passer de la communication naïve, spontanée, impulsive, où les gens se battent, vers la communication stratégique, étudiée, structurée, et comme disait mon ami Rafir, efficace. Des questions? Oui, merci. Salah, on a quelques questions encore. Oui. Il y a du bruit, non? Est-ce qu'il y a du bruit? Ou je me trompe? Oui, ok. Je t'écoute. Tu m'écoutes. Alors, on a une question. Aslam Ikram. Bonjour Ikram. Voilà. Ça va bien, j'espère. Oui. Donc, elle demande si le leadership transformationnel serait le style le plus approprié. Oui. La seule chose, le seul bémol, c'est que j'aimerais dire transformationnel, oui. Ça veut dire dans le sens où il est flexible. Ça veut dire que parfois, on a besoin d'autorité pour faire respecter les choses. Parfois, on a besoin d'aller plus en écoute. Maintenant, quand j'étais dans ma réunion, j'étais plus en écoute des personnes. Il y a un temps où je dois avoir un leadership de solidarité. Si tu veux dire leadership transformationnel dans le type plus adapté, je suis totalement d'accord avec toi. On ne doit pas s'arrêter à un seul style de leadership. C'est comme si tu disais, moi, je veux conduire jusqu'à Hammamet avec la troisième vitesse. Donc, ça ne se fait pas. Ou deuxième ou quatrième, parce qu'à un moment donné, tu vas t'arrêter, tu auras besoin de la première vitesse. Je veux juste m'assurer du sens que vous donnez le leadership transformationnel. Est-ce que ça veut dire qu'il est flexible? On passe d'un style à un autre ou pas? Si c'est ça, on est d'accord. Donc, à peu près dans le même sens. Donc, une question de Madame Mounir Ambarki qui demande, et le leadership coach, quel rôle il va prendre pendant cette crise? En entreprise, quand je dis coaching, c'est un outil très puissant qui me permet de développer les personnes. Ça veut dire que c'est un outil qui me permet de, chaque fois que je vois, et d'habitude c'est one-to-one, ça veut dire un à un. Je l'utilise rarement quand je suis dans le fond de crise, quand je suis dans au fond, là. Je privilégie plutôt le travail d'équipe. Ça peut être un coaching collectif, c'est possible, mais je ne pense pas que quelqu'un qui vit une crise aura le temps, surtout dans le creux de la vague, d'aller supporter des personnes. Ça se peut, si c'était une personne clé, ça se peut s'il vit des difficultés, mais je l'utiliserai d'une manière régulière, le coaching, pour développer le niveau de performance et puis de confiance en soi de tous mes employés régulièrement en période de développement.
c'est ma position. Donc, le coaching, c'est plus pour faire évoluer les personnes. J'utiliserai plutôt le collectif là-dedans. Leadership coach. C'est pour ça que je ne l'ai pas retenu parmi les... des 6, je ne l'ai pas retenu parmi les 4. Est-ce que tu vas faire du coaching pour certains employés? Si tu juges nécessaire, oui, il n'y a pas de problème à ça. Mais ce n'est pas quelque chose que je dis, hey, il est important maintenant que vous faites du coaching individuel à tous vos employés dans le creux de la crise. On veut plutôt regarder quelque chose de plus solidaire. D'accord? Une autre question? Merci. Donc, une petite dernière question de M. Rafiq. Oui, Rafiq. Et la place du management libéré? J'aimerais une définition du management libéré. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-il possible de... Est-ce que tu sais... Est-ce qu'on pourrait avoir, M. Rafiq, une petite précision par ce que vous entendez par management libéré? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va avoir un retour. Management libéré, ben, je n'ai pas lu sur ce thème-là, management libéré. J'apprends. J'apprends toujours de toi, M. Rafiq. Peut-être à la fin, on va nous revenir avec peut-être une petite intervention ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il a d'autres questions? On va revenir à M. Rafiq plus tard. D'accord. Non, a priori, lui, il a une autre question aussi. Oui. Donc, je vais vous la montrer. Je vais te la montrer. La méthode des 6 chapeaux. Je les vois, les questions. Oui. Alors, écoute, cher Rafiq, j'ai utilisé les 6 chapeaux, mais sans le dire, parce que sinon, ça aurait pris beaucoup de temps. Quand j'ai dit, hey, donnez-moi les avantages, je vous ai fait porter le chapeau jaune. Ça veut dire celui des avantages. Quand j'ai dit, hey, quels sont les inconvénients, je vous ai fait porter le chapeau de Bono noir, celui de la prudence et de la critique. Quand j'ai dit le chapeau de la créativité, j'ai utilisé mes chapeaux de Bono pour les solutions, et ainsi de suite. Donc, j'ai utilisé tous les chapeaux, mais comme la majorité des personnes ici ne connaissent pas cette méthode-là, je l'ai expliqué comme ça, un tableau, par un simple tableau. Mais oui, les chapeaux de Bono, moi, je l'appelle la modélisation comportementale, comment gérer les énergies des personnes. C'est quelque chose de très important en intelligence émotionnelle. Plus d'autonomie, je pense qu'il a donné la définition, plus d'autonomie aux équipes et aux collaborateurs. Ben oui. Oui, c'est ça, libérer, ce que tu veux dire. Ben oui, c'est important de créer des comités. Et d'ailleurs, dans l'incertitude, c'est la meilleure chose à faire. Qui a créé ce système? C'est les armées, parce qu'ils vivent de grandes incertitudes. Ils créent des petites équipes autonomes. Ils leur donnent un objectif final. Et puis, tous les objectifs opérationnels, c'est à eux de décider c'est quoi les décisions opérationnelles. C'est sûr, moi, je pense le travail en cellule, en petites cellules, ça, c'est une autre stratégie. Et bien sûr, donner la liberté aux personnes ou aux équipes de prendre certaines décisions opérationnelles, tout en préservant le système stratégique, bien sûr, puis le but final. Oui, beaucoup plus d'autonomie aux équipes et aux collaborateurs. Parce qu'on ne peut pas. Supposons là que vous avez une filiale à Toza, une autre filiale en Algérie, puis tout ça, on ne peut pas savoir ce qu'ils vivent maintenant. C'est important de leur donner de la capacité, de l'autonomie pour prendre ces décisions-là et puis pour les informer de la stratégie générale. Je parle un peu trop. Hein? Pas du tout. Donc, quelque chose d'autre? Ou il reste un peu. Tu sais, il reste juste un petit peu. Je parle un peu de la... Bon, tu peux garder les questions que tu as pour la fin. D'accord. Bon. Alors, comme ça, donc je repartage. Et je reviens à ça. Eh oui, mon ami. Bon, là, on va voir la gestion, les outils, ça, on l'a vu. Ça veut dire là, comment gérer une prise, les comités, c'est quoi le but, tout ça, je pense qu'on l'a vu. Et il reste... ça, on l'a vu. Il reste, vous, quelles sont les compétences maintenant à développer? Ce qui reste, c'est et vous, quelles compétences développer? Et ça, c'est important surtout pour les étudiants, parce que
ils sont jeunes, ils ont beaucoup de temps pour développer ça. Moi, j'ai changé ma vie à presque 45 ans. 45 ans, j'ai su que je suis peut-être un assez bon ingénieur, mais je ne serai jamais excellent. Et c'est là que je me suis transformé en intelligence émotionnelle. Mais vous avez 20 ans, 22 ans, 24 ans, ben, vous aurez plus de chances que moi d'aller chercher c'est quoi les ingrédients. Et pourquoi on va chercher ça? Parce que la bonne nouvelle, c'est que l'humanité vaincra ce virus et que la grande majorité des humains s'en tireront indemnes. La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas la seule crise. Il va y avoir maintenant plein de crises les unes après les autres, plein de changements. Je ne vais pas l'appeler crise, mais plein de changements. Et la meilleure capacité, la meilleure compétence des étudiants qu'on voit là, c'est avant tout leur capacité de s'adapter au changement. Ça veut dire cette force psychique, cette force émotionnelle pour prendre, pour prendre des décisions. Ça va être très recherché. Et comment faire ça? En fait, si vous avez connaissé la matrice, vous vous souvenez peut-être de prends-tu la pilule rouge ou la pilule bleue? La pilule bleue, c'est la pilule de l'utopie. Ça veut dire, si vous pensez que vous allez travailler Musmar Fihit, ça veut dire un poste stable où il n'y a pas de stress, c'est de l'utopie, ça. Il n'y en aura pas beaucoup. Même s'il en reste quelques places, elles vont disparaître. Moi, j'appellerais ça vouloir être capitaine d'eau douce, capitaine de rivière. Terrain connu et stable, éviter les troncs d'arbres qui flottent, les arrêts sont connus, les campings, cherchent chemin détaillé sur le plan. Les gens peuvent quitter, je peux aller. Bon. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Des vrais capitaines explorateurs. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup cet acteur-là. Pas l'acteur, mais le personnage des Vikings. Et comment ils étaient explorateurs. Capitaine explorateur, c'est quelqu'un qui sait avancer dans l'incertitude. C'est quelqu'un qui a de grandes ambitions. Moi, quand j'ai quitté, j'ai travaillé en Tunisie, dans une grande société nationale. On me considérait trop ambitieux. L'ambition n'était pas une qualité, c'était plutôt considéré comme un défaut. Ça, là, oui, mais il est ambitieux. Il est trop ambitieux. Donc, maintenant, c'est une qualité recherchée. Il veut toujours voir la nouveauté, adapter au changement, et puis il sait souder autour de lui une équipe à toute épreuve. Alors, vous, là, l'aisance, c'est dans le bleu. Sortir de zone de confort et aller chercher de nouveaux défis, c'est rouge. Vous, c'est bleu ou rouge. C'est votre choix. Il m'arrive parfois d'aller dans des entreprises et puis je leur amène des méthodes nouvelles. Je dis non, je ne veux pas. Moi, j'aime mieux me fâcher, être naïf, et puis l'insulter, puis ça s'arrête là. Je ne veux pas, moi, avoir des méthodes comme ça. C'est un choix. Je ne peux pas le pousser à ce qu'il soit stratégique. Je ne peux pas le pousser à ce qu'il soit performant comme je veux. Donc, vous aussi, vous avez le choix. Pilule bleue, mais Nio, il s'appelle Nio. Nio a refusé la bleue, malgré que c'est la plus facile. Il a choisi la rouge. Ça veut dire c'est enfoncé pour connaître la réalité, la vérité, et puis se perfectionner, puis prendre un rôle de leadership dans tout ça. Alors, si vous choisissez la pilule rouge, si tu dis, moi, je veux changer, je veux m'améliorer, je veux sortir de ma zone de confort, je veux faire des choses que je n'ai pas faites avant, alors c'est important de connaître comment l'art d'écouter, de savoir parler au public, la communication avec l'habilité de rassurer son auditoire. Es-tu quelqu'un qui peut influencer les personnes, les rassurer, les inspirer? Ça s'apprend. Tu peux être talentueux, par Dieu, possible, mais tu peux aussi améliorer. Le courage de prendre des décisions, improviser dans un milieu incertain avec une grande capacité d'adaptation et surtout travailler sous stress, sous pression. Es-tu capable, quand tu rentres chez toi, de déconnecter ton stress puis de dormir? C'est recherché, ça. Quelqu'un qui est capable de se déconnecter. Sens du jugement avec la maîtrise de gestion des projets et la flexibilité mentale. Et enfin, la capacité de savoir souder, savoir être un animateur d'une équipe de travail formée de tous les experts disponibles, de pouvoir les mobiliser et les fédérer pour atteindre des objectifs. En fait, c'est les intelligences émotionnelles, c'est la capacité d'adaptation au changement, c'est la force de présence. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'améliore avec le temps pour les personnes qui s'engagent et qui choisissent la pilule rouge. Alors, pour finir, je vais finir avec les 7 commandements de la pilule rouge.
7 commandements, vous connaissez Moïse, le prophète, il y avait 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne voleras pas. Alors moi, je fais ça pour la crise. Dans l'inaction, tu ne resteras. Ça veut dire qu'il faut toujours agir. Moi, je me suis trouvé dans cette situation, j'ai dit, écoute, je vais donner des formations. Il faut agir. Quand j'étais jeune, je jouais au foot, j'avais peur avant le match, mais dès que je touche le ballon, la peur s'en va. Donc, l'action. Deuxième commandement, du sort du voisin, tu te préoccuperas. Il ne faut pas chercher à contacter les gens seulement qui peuvent te rendre l'appareil. Moi, je dis oui à tout le monde. Tout le monde qui m'ont dit, peux-tu nous faire? Ben, je dis oui, avec plaisir, sans calcul. C'est sûr que si tu es mon ami comme Feriel, c'est encore plus facile, mais bon. Alors, tes aptitudes de travail, tu développeras. Ça veut dire qu'il faut développer ses compétences. Entre les personnes, tu nous distingueras. Ça veut dire que tu ne vas pas dire, lui, il est riche, je vais l'aider, lui, il est jeune. Non, ben écoute, c'est universel, c'est un amour universel. Ah, ta santé, tu privilégieras. Ça veut dire, c'est important de prendre soin de ta santé, de ton corps, ne pas engraisser pendant cette période-là. Et puis, des alliances, tu formeras, ça veut dire que tu vas chercher un réseau. Grâce à ça, je me suis trouvé dans un réseau mondial plus grand que ce que j'avais avant, parce que je me suis trouvé avec les personnes actives comme moi. D'accord? Des questions au final. Alors, merci. Je vais arrêter le partage et puis je préfère regarder nos caméras à nous que de regarder cette diapo-là. Mais vous pouvez, bien sûr, poser vos questions ou résumer, toi, les questions, Feriel. Bah, a priori, j'ai posé à peu près toutes les questions qui ont été posées. Donc, moi, j'ai juste une petite question avant de te libérer. D'accord. Donc, je voulais, c'est une question qu'on se pose tous, je pense, au fond de nous-mêmes, quelque part, vu qu'on vit tous une situation inédite. Est-ce que tu ne penses pas que les choses vont vraiment forcément changer maintenant après ce qui s'est passé ces derniers mois? Je ne pense pas qu'on reviendra comme avant. Exactement comme avant, je ne pense pas. Parce que, regarde ces webinaires-là, moi, ça fait longtemps que je voulais le faire. Mais les gens disent, non, ça ne marche pas. Moi, parfois, pour aller en Tunisie, il y avait des billets d'avion qui étaient très chers. Et donc, les clients n'étaient pas toujours prêts à payer ce genre de... Mais là, ça ouvre plein de choses. Peut-être que on va se rapprocher de ce qui est avant, mais on va revenir avec beaucoup d'améliorations. Parce que les gens, quand ils sont poussés par la pandémie, ont fait des sacrifices. Et ces sacrifices nous ont donné des leçons. Et puis, je pense qu'on sera on va revenir, mais on sera peut-être beaucoup plus attentif à la santé. On sera peut-être plus généreux. On va peut-être faire plus de télétravail. On va peut-être penser à la stratégie zéro papier vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de virus qui circulent avec les papiers. Il y a des gens qui l'ont mis comme slogan. Et maintenant, regarde, c'est facile de faire zéro papier. Tout le monde est avec des tablettes. Tout le monde tablette. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire une politique zéro papier partout? Regarde, là, on me demande ceci, peux-tu m'envoyer un document, j'envoie un PDF, tu le lis sur ta tablette, il n'y a pas besoin d'imprimer. Je t'envoie quelque chose, tu me le signes en ligne, et puis tu me le remets. Moi, je pense que ça va changer beaucoup. Et puis, tous les changements qui vont... l'homme va évoluer par les changements qu'il subit. Je vais rajouter cette théorie à Darwin. Ce n'est pas juste qu'il s'est adapté, mais il s'est adapté au changement. Chaque fois qu'il y avait un changement, il s'est amélioré quelque part pour s'adapter. Chaque fois qu'il y avait un nouveau prédateur qui le menaçait, peut-être qu'il a créé une mutation pour s'adapter. Alors, c'est ça le prédateur, c'était la pandémie, et ça va nous permettre d'évoluer dans notre vie sociale, puis scientifique, puis économique. Okay. Ben, je te remercie infiniment, Salah, au nom de l'IHET, et je réitère à mon propre nom aussi. Et merci pour ta disponibilité, merci pour cette très belle présentation. Et puis, au plaisir de nous revoir sous de meilleurs cieux, je l'espère, très bientôt. Inch'Allah, je souhaite à tous les étudiants de l'IHE, aux professeurs, à toi, à l'administration, à tout le monde mes meilleurs vœux pour le 1er mai.
C'est la fête de tous les travailleurs. Bon, écoute, est-ce que c'est un jour férié d'habitude, non? Oui, c'est un jour férié. Ben, écoute, on est en train de travailler dans un jour férié, ça c'est nouveau. Et puis, au revoir, Inch'Allah, et puis bonne chance à toi et puis à toutes tes équipes. Merci beaucoup. Bye. Merci pour ça. C'était un réel plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.